Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Un chef de famille torturé à mort au commissariat du 9e arrondissement de la ville de Douala. Le nommé Bertin Zimou a été bastonné et libéré dans un état critique. La victime a rendu l'âme ce matin à son domicile, suscitant la colère des habitants de ce quartier qui ont manifesté devant cette unité de police. Vous écouterez la réaction de l'épouse du défunt en ouverture de ce journal. Réduction de 80% des droits de fret maritime, le groupement interpatronal du Cameroun maintient sa décision de cesser toute activité au 1er janvier 2022. Pour le patronat, cette décision du ministre des Finances ne change en rien le climat délétère des affaires au Cameroun. Jusqu'où ira ce bras de fer entre le gouvernement et le secteur privé? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et puis en sport, élection à la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils met en garde l'exécutif en place contre toute tentative de fraude pour le scrutin du 11 décembre prochain. Il a promis de déloger Seydou Bobo Njoya si jamais l'élection était entachée d'irrégularité. Le Goliador s'est exprimé au sortir du dépôt de sa candidature à la commission électorale de la FECAFOOT. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, un homme décède dans une unité de police à Douala. Libéré hier mercredi, Bertin Zimou a rendu l'âme ce matin au quartier Bepanda, à son domicile au quartier Bepanda, d'où la colère d'une centaine d'habitants de ce quartier qui ont envahi le commissariat du 9e arrondissement de la ville de Douala. Retour sur ce climat de tension avec Romano Tché, Innocent Abega, Donald Brice Kamgan. C'est l'épilogue d'un conflit entre des voisins qui se regardent en chien de faïence depuis plusieurs jours. Au quartier Bepanda, lieu dit Carrefour Pasteur, Bertin Zimou est revendeur de pièces détachées pour automobiles. Pour stocker ses marchandises, il a acquis cet espace supplémentaire à l'arrière de la concession où il loue depuis une dizaine d'années. Sauf que l'une des locataires, une policière, s'oppose farouchement à l'aménagement de cet espace. Le conflit s'est corsé ces derniers jours. D'après les proches de Bertin, l'inspecteur de police en service à l'aéroport international de Douala s'appuie sur sa proximité avec le commissariat du 9e pour faire interpeller le défunt mercredi dans l'après-midi. Cette femme est locataire comme lui-même. On peut appeler la baillesse. La baillesse dit ceci, c'est moi la baillesse, c'est moi qui décide. Dis à cette femme d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. La femme court directement, elle a coupé la convocation venue donner à ce monsieur. Bertin aurait été bastonné lors de son arrestation et ensuite dans les locaux du commissariat par l'enquêteur. C'est moi qui porte Bertin. C'est moi qui étais ici hier soir quand on lui a molesté. C'est Stanford, Kako Stanford, inspecteur 2, qui lui a molesté. Il a une bague sur son doigt. Quand je suis arrivé, il m'a dit que grand, je me voici fini quand il m'a appelé au téléphone à 22h. Je viens, je sais quoi, je vois sa fête enflée partout. Il a fendu l'endroit-ci, avec la bague. C'est-à-dire celui qui m'appelle même, c'est celui avec qui j'ai passé toute la nuit ici pour le faire sortir. C'est lui qui m'appelle à 6h pour me dire que est-ce que c'est que Bertin ne vit plus. Sous la pression des proches, le père de 15 enfants est libéré à 22h mercredi, mais complètement affaibli et présentant de graves blessures au cou et à la joue, comme le confirment ses photos. Il retourne à son domicile à Bonabéry où il décède jeudi à 4h. Courroucée, la famille a transporté le corps qu'elle a ensuite déposé devant le commissariat du 9e, mis en cause. Un fait qui a attiré une foule nombreuse, s'indignant avec les proches de Bertin devant l'unité de police. L'attroupement des populations a perturbé la circulation pendant près d'une heure au lieu de l'école publique d'Aïdo. Le domicile de la policière à l'origine de l'arrestation de Bertin Zimou a été vandalisé par les populations en colère au quartier Bepanda. S'adressant aux populations et à la famille, Christophe Offier, le sous-préfet de Douala 1er, a annoncé qu'une enquête est ouverte sur le décès. Toutes les responsabilités seront établies et vous aurez les résultats de cette enquête qui est déjà ouverte. Merci. J'espère que vous connaissez les personnalités avec qui nous sommes. Oui, papa. Le délégué, l'adjoint délégué régional sûreté nationale, le commissaire central numéro 1, le chef de la police judiciaire, le commandant du GMI. Ça veut dire que toute la hiérarchie policière est ici. Et le sous-préfet également est descendu parce que représentant les pouvoirs publics.
L'autorité administrative, arrivée au commissariat du 9e, a lancé un appel au calme dans cette ambiance surchauffée. La dépouille de Berton Zimou, 36 ans et polygame de 3 femmes, a été déposée à la morgue de l'hôpital à Kintini par la police. Parlons économie. À présent, la nouvelle décision du gouvernement de réduire de 80% les droits de fret maritime ne fait ni chaud ni froid aux opérateurs de l'import-export. Par la voie du groupement interpatronal du Cameroun, ils maintiennent leur décision de cesser toute activité dès le 1er janvier 2022. Pour eux, cette décision du ministre des Finances ne change rien à la situation qu'ils déplorent, à savoir la pression fiscale, le manque d'accompagnement du gouvernement dans un contexte de Covid-19 qui a fragilisé les entreprises camerounaises. On fait le point dans ce reportage de Sédik Chouna, Georges Mitterrandam, Achille Kamga. C'est un autre chapitre qui vient enfoncer le clou dans la crise qui sévit ces dernières semaines entre les entreprises camerounaises et le gouvernement, asphyxié entre autres par le coût du fret maritime qui a explosé et l'envolée des prix des matières premières. Ces mastodontes de l'économie camerounaise, réunis au sein du groupement interpatronal du Cameroun, avalent difficilement la pilule de la mesure du ministère des Finances sur le taux d'abattement du fret maritime en valeur de douane fixé à 80%. S'il fallait illustrer la panne qui caractérise le dialogue entre le secteur public et privé au Cameroun, on pourrait difficilement faire mieux que cette décision qui a été signée le 16 novembre dernier. Et pour cause, ce qui pourrait être qualifié de mesurette du gouvernement n'a aucun impact, sinon marginal, sur divers secteurs d'activité concernés. Illustration. Le cliquet a connu une augmentation de 97% sur la scène internationale. Vous couplez cette augmentation à l'augmentation du fret maritime qui est de 417%, vous avez des coûts qui, s'ils sont répercutés sur le sac de ciment, seraient de 1500 francs de plus. Alors, la décision qui a été signée le 16 novembre dernier, s'il faut l'appliquer, l'impact est de 50 francs. Le blé a connu une augmentation de 70%, couplé au même 417% du fret maritime, et le blé ne paye pas des frais de douane depuis 2008. Donc, la décision n'a juste aucun impact sur la farine. Conséquence, le patronat campe sur sa position, celle de cesser toute activité dès le 1er janvier 2022, si rien n'est fait. Ce n'est pas une menace, je ne dirais pas que c'est une promesse, mais je dirais que c'est la réalité des choses. Si rien n'est fait, ou si des choses substantielles ne sont pas faites, il y aura un arrêt de production. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les entreprises ont de la peine à pouvoir avoir de la visibilité sur leurs ventes et du coup ont plus ou moins arrêté de faire des commandes pour défaut de trésorerie. Donc, si rien n'est fait, il y aura arrêt de production. Ou alors, on assistera à une répercussion totale des coûts, nonobstant l'homologation du ministre du Commerce, parce que ce sera soit faire ça, soit mourir. Pour les entreprises camerounaises, la décision du ministre des Finances n'apporte rien de nouveau à la correspondance du ministre du Commerce, signée le 28 octobre 2021. Le GICAM indiquait dans un communiqué en réaction à cette correspondance que les échanges avaient donné lieu à certaines mesures qui n'ont aucun impact sur la crise en cours. Parmi ces mesures figurait en bonne place celle sur l'abattement du fret maritime pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées par voie maritime. Pour le patronat, ce qui est attendu, c'est un dialogue qui nous donnerait l'impression qu'on se rencontre véritablement mais qu'on ne se croise pas. Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on se croise et qu'on ne se rencontre pas. Un ensemble de mesures qui pourrait être déjà un ajustement des prix. Il s'agit de trouver le juste milieu qui permet à chacun de prendre sa part. Le consommateur prendrait sa part, l'entreprise prendrait sa part et l'État prendrait sa part. D'autres solutions passeraient fatalement par des allègements fiscaux. En attendant que d'autres décisions soient prises pour éviter la crise de janvier, la décision du ministère des Finances fixant le taux du fret à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées par voie maritime court jusqu'au 28 février 2022 et renouvelable le cas échéant. Toujours en économie, revendication d'une équité fiscale au Cameroun, des parlementaires font entendre leur voix sur la nécessité d'un cadre juridique en vue de lutter contre les flux financiers illicites. Rodi Gungassi, Marcelin Gonson.
Les rapports sur l'équité fiscale et les flux financiers illicites, publiés respectivement en 2019 et 2020, mettent à nu les principales lacunes et autres contraintes qui plombent la politique, les normes, pratiques et croyances en matière fiscale en général et dans le secteur du commerce international en particulier. Nous avons un problème sur ce que nous appelons la propriété effective, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un opérateur économique, on doit pouvoir savoir effectivement qui est derrière cette entreprise, de manière à pouvoir éviter un certain nombre de conflits d'intérêts ou de délits d'initiés, ainsi de suite. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y a pas de rapport d'audit indépendant et accessible par rapport au public sur les capacités de l'administration fiscale en rapport avec ses missions de mobilisation de ressources. Dans un contexte difficile, marqué par des crises à la fois sécuritaires, économiques et sanitaires, le Cameroun se doit de mener une lutte sans merci contre les flux financiers illicites et garantir l'équité fiscale à tous. La justice fiscale, c'est simplement un système économique qui consiste à s'assurer que les contribuables sont taxés de manière équitable en fonction de leur capacité économique. Il s'agit d'abord de passer en revue la législation fiscale qui existe, de veiller à ce que les entraves à l'équité fiscale soient levées, que les entreprises internationales payent normalement leurs impôts au Cameroun et que ce qu'on appelle les frais de transfert d'une société à une autre dans le même groupe, que ce ne soit pas des façons déguisées de faire des transferts illicites de capitaux à l'étranger. La présentation de l'état de l'équité fiscale au Cameroun permet à la société civile de porter le plaidoyer en vue de l'adoption d'une politique fiscale capable de soutenir la relance économique post-Covid-19. Nous voulons véritablement voir si les ressources que l'État mobilise sont suffisantes par rapport à nos ambitions de développement, si l'administration fiscale est suffisamment en capacité pour pouvoir mener sa mission de recouvrement en termes de collecte d'impôts, si les couches vulnérables sont prises en compte suffisamment dans la répartition du budget en termes d'implémentation, y compris même d'ailleurs en termes de mobilisation des ressources. En espérant que les recommandations issues des travaux de Yaoundé ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Intéressons-nous à présent à la coopération militaire Cameroun-République centrafricaine. Les ministres de la Défense des deux pays s'engagent à renforcer la sécurité aux frontières en proie aux bandits de grand chemin sur le corridor Douala-Bangui. C'est l'essentiel à retenir de la séance de travail tenue à Bangui entre les deux pays. Le compte rendu avec Joël Essengue et Gizogo. Comment juguler l'insécurité transfrontalière qui perdure aux limites entre le Cameroun et la République centrafricaine? Après une première réunion sur cette question au Cameroun à Garoua-Boulaye en 2018, c'est la Centrafrique qui vient d'abriter la deuxième réunion consacrée à cette problématique à Boar. Le tableau présente une situation sécuritaire toujours préoccupante en RCA. En République centrafricaine, la situation sécuritaire est déjà préoccupante. Découlant des crises militaro-politiques à répétition, s'est considérablement dégradée avec l'invasion de la Séléka en mars 2013 et depuis, elle s'est difficilement améliorée en dépit de multiples tentatives de solutions. Malgré les efforts des nouvelles autorités issues des élections libres et transparentes de 2016. Côté Cameroun, où la situation sécuritaire en République centrafricaine a un fort impact, l'on rappelle que cette réunion permet d'abord de procéder à une évaluation du climat sécuritaire actuel entre les deux pays. La consolidation de la paix, de la coopération et de la fraternité entre nos deux pays. Nous sommes venus à Boar pour évaluer la situation sécuritaire générale à la frontière commune à nos deux pays et pour explorer les voies et moyens d'une sécurisation plus renforcée de celle-ci. Au terme de cette rencontre, précédée par celle des experts des deux pays, un communiqué final a sanctionné ces travaux, dont les grandes lignes rappellent la volonté de la République centrafricaine et du Cameroun de renforcer leur coopération. Nous sommes disposés à la renforcer non seulement dans les domaines où elle s'exprime actuellement, la formation notamment, mais dans d'autres domaines tout aussi importants comme la coopération opérationnelle. Nous ne devons jamais perdre de vue l'importance de la coopération entre frères et voisins
confrontés le plus souvent à des menaces sécuritaires et autres communes. Au demeurant, Yaoundé s'engage à rester aux côtés de Bangui pour la consolidation de la sécurité en République centrafricaine. Le Cameroun a toujours pris part à toutes les opérations mises en place en RCA pour appuyer nos frères dans leur quête de stabilité institutionnelle, de la FOMAC, la MINUSCA, en passant par d'autres opérations. Nous avons toujours répondu présent. Nous avons été présents hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons à l'avenir si cela sera nécessaire. La prochaine réunion sécuritaire entre les deux pays se tiendra au Cameroun. Résolution des crises foncières et les déficits d'accès à l'énergie électrique, la société civile et l'administration publique cherchent à réduire à leur plus simple expression les obstacles auxquels font face les populations. On fait le point avec Cédric Nding et Steve Eboulet. Porter la voix des populations et constituer une véritable plateforme de défense des droits de ces dernières. Voilà l'objectif de la tenue du 5e cadre de dialogue multi-acteurs. Au menu, élaguer les difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien les populations du littoral en général et celles de la ville de Douala en particulier. C'est une plateforme de la société civile et nous apportons nos contributions dans la solution des problèmes de la société civile en termes de non-respect d'un certain nombre de dispositions citoyennes. La plateforme a pour approche d'identifier les problèmes les plus urgents et de les adresser. Une rencontre qui a réuni des organisations de la société civile et des représentants de l'administration en vue de remettre les pendules à l'heure, notamment en ce qui concerne les problèmes que rencontrent les populations dans l'accès à l'énergie et se pencher également sur les questions des propos haineux sur la toile. Aujourd'hui, nous avons tablé sur un certain nombre de dégâts causés par les coupures intempestives de lumière dans certaines parties de la région qui causent des dégâts et pour lesquels les populations citoyennes n'arrivent pas à voir ou à qui s'adresser pour apporter une solution. C'est aussi l'action menée pour endiguer la prolifération des discours de haine et des discours tribaux. À côté de ces problèmes épineux qui gangrènent la société, figure en pole position ce que les experts annoncent déjà comme étant l'un des grands foyers de tension dans le pays, à savoir la guerre foncière. Après les discours de haine et tribaux, après les délestages, je crois que le prochain sujet que nous allons effectivement mettre sur la table, ça va être le problème foncier. Parce que de part et d'autre, il ne passe pas une semaine sans qu'on ait vu, n'est-ce pas, on a été au courant d'un problème lié au foncier à Douala. Ça peut être entre deux individus, ça peut être entre l'administration et un individu, ça peut être un homme d'affaires, n'est-ce pas, et une famille. Une plateforme des acteurs de la société civile en synergie avec les pouvoirs publics pour désamorcer les bombes sociales. Et du sport dans ce journal, Samuel Eto'o-Fils critique la gestion de Seydou Mbombo-Dioya à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. De même que le Goliador a promis de déloger de l'exécutif en place si jamais l'élection du 11 décembre est entachée de fraude. Samuel Eto'o-Fils l'a déclaré au sortir du dépôt de sa candidature à la commission électorale de la FECAFOOT. On fait le point avec Marcelin Gansor. Samuel Eto'o-Fils avait souhaité que son passage à la FECAFOOT ne fasse pas beaucoup de bruit. C'était sans compter avec la détermination de ses fans qui, bien que n'étant pas électeurs, ont tenu à vivre en direct le dépôt du dossier de candidature de leur préféré. Je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment. L'occasion faisant le larron, l'ancien Goliador des Lions indomptables du Cameroun n'est pas passé par 4 chemins pour critiquer vertement le bilan de l'équipe sortante, conduite par Seydou Mbombo-Dioya. Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Et comme je l'ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes.
il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Au soir du 11 décembre prochain, Samuel Eto'o-Fils ne doute pas de s'installer au siège de la FECAFOOT à Tchinga. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Chirindo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. À ceux qui pensent que c'est à coup d'espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils comptent remporter l'élection fédérale, le quadruple ballon d'or africain répond. Mais quelle insulte pour les délégués. Dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet, alors on ne parle pas d'argent. Si on parlait d'argent, je ne serais pas venu avec un projet que je pense bon pour tous les Camerounais. Maintenant, je prie le camp en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que nous restons calmes que nous avons peur. Et le camp en face sait de quoi nous sommes capables. S'il faille venir rester ici, il est délogé, nous le ferons. Rendez-vous est pris pour le 11 décembre prochain pour une finale qui s'annonce épique entre Samuel Eto'o-Fils et le président sortant, Sédou Bonbon Dioya. Et dans notre série consacrée au football africain, escale à la CAN Ghana 2008, les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire étaient une fois de plus coiffés au poteau par les pharaons d'Égypte. Deuxième fois d'affilée, champion d'Afrique, le Ghana abritait la compétition à l'issue d'une alternance politique à la tête du